Donc pour moi, en aucun cas, mon travail de recherche ne pouvait se concentrer sur cette seule vision coloniale qui encore aujourd'hui domine de façon assez écrasante les récits sur la Nouvelle-Calédonie. Qui plus est, bien sûr, à travers mes voyages, j'avais eu beaucoup de curiosité pour ces sociétés d'Océanie qui sont aujourd'hui encore, pour la plupart, assez mal décrites. Alors bien sûr, il y a des exceptions très très célèbres, célébrissimes, en particulier toute la région du Massim, les îles Trobriand, etc. Mais il reste encore beaucoup d'endroits en Océanie pour lesquels nos descriptions ne sont pas très complètes ou alors pas très satisfaisantes. En Nouvelle-Calédonie, elle était encore plus mal qu'ailleurs, et donc mon impression c'était qu'il y avait du boulot, et c'était passionnant, et il fallait essayer de faire ce boulot-là. Alors, il y a une chose qu'on oublie extrêmement souvent, en particulier les gens qui sont critiques de l'anthropologie, c'est que l'anthropologie, c'est une science très jeune, moins de 2 siècles. Hein, et si on compare, alors, dans le monde occidental, avec l'histoire ou avec la philosophie, hein, qui remonte aux Grecs, bien entendu, on n'a pas de commune mesure entre l'anthropologie, d'une part, et l'histoire et la philosophie, pour ne prendre que 2 exemples, de l'autre. Cette jeunesse de l'anthropologie, elle implique d'une part que nos concepts et nos procédures sont mal assurés, sont fragiles, sont évidemment très très perfectibles, et d'autre part qu'il y a plein de choses à découvrir, plein d'interprétations à proposer à la discussion scientifique, donc plein de choses pour des jeunes chercheurs qui voudraient travailler dans ce domaine. Enfin, il y avait une chose, c'est que mon intérêt pour la civilisation kanak, elle portait sur ses formes contemporaines, sur ses formes observables, sur ce que je pouvais voir, et pas sur d'hypothétiques reconstructions d'un passé qui soit précolonial ou qui soit ceci ou cela. Mon travail d'anthropologie historique sur les îles Salomon, ça a été pour moi un très grand acquis. Ça m'a permis de déjouer un certain nombre de pièges, ça m'a permis d'ouvrir des hypothèses de recherche, mais ça m'avait aussi donné envie de faire autre chose et de me concentrer sur du contemporain. Donc, je vais en passer à ma pratique du terrain en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc je savais, je l'ai dit, je crois déjà, par des discussions avec des collègues, qu'il y avait des difficultés à faire du terrain en Kanaki. Alors, je dis plutôt Kanaki quand je parle du monde kanak, et je dis plutôt Nouvelle-Calédonie quand je parle du monde colonial, et parfois je dis Kanaki Nouvelle-Calédonie, ce qui devrait logiquement être le nom du pays, et je crois, et j'espère qu'il va le devenir. Donc le terrain était complexe, pour toutes les raisons dont j'ai parlé, puis pour d'autres encore, qui pourraient prendre pas mal de temps à décrire. Mais il y avait pour moi 3 problèmes principaux. Alors bien sûr la situation coloniale, je viens d'en parler longuement. Il y avait des langues très difficiles, j'en ai parlé aussi. Et enfin, il y avait les affirmations divergentes qui étaient recueillies si on procédait par entretien. Alors c'était un gros problème et qui apparaissait magnifiquement dans les controverses entre Jean Guiard et son ancien étudiant Alban Bensa. Ce qui apparaissait, c'était clairement un manque de problématisation de l'ethnographie sur lesquelles ils s'appuyaient les uns et les autres pour dire des choses divergentes. Hein. Et ce manque de problématisation entraînait des prises de position épistémologiques faibles. Et comme les positions épistémologiques étaient faibles, ce qui ressortait, c'était des hostilités personnelles. En effet, il n'y a pas en Kanaki une sorte d'étage unifié du monde socio-cosmique, comme vous trouvez ça, par exemple, dans certains endroits en Polynésie, bon, chez les Maoris. Hein, il n'y a pas de grand mythe partagé, si vous voulez. Donc, il se passe quelque chose qui reste quand même socio-cosmique, mais qui fonctionne différemment.
Ce qu'il y a en Kanaki, c'est des traditions des groupes de parenté qui sont des traditions conflictuelles. Alors Patrick Pillon, qui lui a beaucoup travaillé sur ces questions, il a écrit des centaines de pages pour son HDR, et pas seulement pour son HDR sur ces questions, lui, il parle d'affirmations contradictoires ou de revendications antagonistes dont Jean-Marie Tjibaou a indiqué la logique comme relevant d'une mise en avant systématique de son ou ses groupes d'appartenance. Je crois que c'est une excellente définition de ce qui se passe quand vous passez d'un interlocuteur à un autre. Eh bien, vous avez des versions conflictuelles, divergentes d'abord, conflictuelles ensuite, et par exemple du passé du lieu auquel vous vous intéressez. Et cela peut prendre des formes d'une très grande sophistication, et on peut passer énormément de temps à essayer de comprendre ce qui se passe sans pouvoir forcément d'ailleurs toujours très bien comprendre ce qui se passe. Alors comme la plupart des ethnologues de l'époque où je suis parti sur le terrain travaillaient sur la base d'entretiens avec des informateurs, on imagine le casse-tête que ça représente. En plus, si vous voulez faire d'histoire ou même de la micro-histoire avec ce type de données, bon, il y a beaucoup d'imprécisions, donc il va falloir problématiser. Vous allez beaucoup problématiser, et ça va laisser une place immense à des hypothèses. Et à l'arrivée, vous allez vous retrouver avec des résultats de recherche relativement fragiles, relativement faciles à remettre en question. Dans ces conditions, une fois de plus, pourquoi pas étudier ce que les gens font ensemble, ce qui est observable directement et ce qui est souvent considéré depuis les années 1970 comme le cœur même des sociétés d'Océanie, c'est-à-dire les cérémonies. Donc c'est ce que j'ai fait, mais pas exclusivement, loin de là. J'ai fait aussi beaucoup d'entretiens, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses, en particulier sur les jardins. J'espère que, non pas mon prochain livre, mais celui d'après, ça sera un livre sur les jardins. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la mise en place du Conseil coutumier Otmawap entre 1992 et 1994. Mais là, je pense que c'est un travail absolument colossal, et je ne pense pas que je pourrais publier ça. Compte tenu de mon âge, il faut quand même être un petit peu réaliste. Voilà. Alors, le retour du terrain maintenant. On va passer au retour du terrain qu'on commence à essayer de gamberger un peu et d'essayer de mettre par écrit pour publication ce que l'on a vécu pendant 2 ans et demi pratiquement. Donc j'ai eu, après une année un peu difficile, j'ai eu un détachement au CNRS pendant 2 ans, ça c'était absolument merveilleux. Ça m'a permis de rédiger mon livre sur la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle « La parole de notre maison ». Je l'ai achevé en 98, mais il y a eu... s'est passé des choses avec les éditeurs, et donc il a été publié seulement en 2005 dans la collection Les chemins de l'ethnologie. Puis j'ai dû reprendre mon enseignement dans le secondaire, j'ai candidaté à je ne sais combien de fois sur des postes au CNRS. D'abord, ensuite je me suis rendu compte qu'en fonction de mon âge, j'avais peu de chance au CNRS. Ensuite à l'université, et sur les conseils avisés de Francis Afergan, qui connaissait très bien l'université. J'ai soutenu en 2000 une HDR avec Maurice Godelier à l'école, avec une thématique, celle des imbrications des relations internes et externes en Océanie, et en particulier du local, du régional et au-delà du régional, alors selon les époques, soit avec la colonisation, soit avec la globalisation. Au jury, il y avait Michael Haussmann, Claudine Friedberg, Francis Afergan et Bernard Juivre. En 2001, j'ai été nommé maître de conf à l'université de Strasbourg, et l'année d'après, j'ai été nommé prof. Et donc j'ai eu à l'université de Strasbourg beaucoup d'étudiants et beaucoup d'étudiantes absolument passionnés par l'ethnologie. Alors tous les collègues surtout les collègues du CNRS d'ailleurs, qui m'ont dit « Ah, tu vas aller à l'université, mais tu sais, les étudiants, ils ne savent même pas écrire, etc. etc. » Ça, je dément complètement. À l'université de Strasbourg, en tout cas, celle que je connais, c'était absolument pas le cas. On avait des étudiants qui étaient pas forcément tous très solides d'un point de vue, on va dire, comme formation, mais c'est notre travail de les former, bien entendu, mais qui étaient capables d'écrire et surtout,
beaucoup de passionnés parmi ces étudiants. Ils n'étaient pas tous passionnés d'Océanie, hélas. Et puis, bon, j'avais la maladresse ou l'honnêteté, ou un mélange des deux, de leur dire, vous savez, l'Océanie, ça coûte très très cher. Et cet aspect financier de la recherche en Océanie compte beaucoup pour nos étudiants qui sont des étudiants pauvres. Et quand ils ont, par miracle, quand ils ont une bourse, c'est très rarement adapté au niveau de vie de l'Océanie. Donc, à l'université de Strasbourg, j'ai été amené à m'occuper. J'ai fait beaucoup d'administratifs. J'ai passé un temps absolument fou à faire des choses administratives pour lesquelles je ne suis pas bon, je ne suis pas préparé, etc. La seule chose qui m'est vraiment, on va dire, fondamentalement intéressé dans ce que j'ai fait d'administratif, ça a été d'abord la direction licence-master, mais ça c'était un petit peu trop. C'était au moment où on a constitué le cursus dit LMD à l'époque, c'est-à-dire en licence en master, avec un master 1, un master 2. Et ensuite, très rapidement, j'ai pu me concentrer sur le master recherche. Et donc, ça faisait partie des tâches administratives qui avaient véritablement un écho pour moi, à la fois un écho pédagogique, bien entendu, principalement pédagogique, ça c'est très très important, et comme j'ai été prof dans le secondaire longtemps, j'y suis tout à fait sensible, mais aussi un écho scientifique, un véritable écho scientifique. Il y avait des choix à faire sur le type d'enseignement, et il y avait aussi des choix à faire en fonction des enseignants qui étaient disponibles à Strasbourg. Ce n'est pas du tout la même chose que de choisir des enseignants disponibles dans la région parisienne, bien entendu. Alors, une chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est que j'ai pu monter le séminaire SAM, séminaire d'analyse des matériaux ethnographiques, avec un jeu de mots sur SAM et SAME en anglais. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'était un séminaire qui était adapté, un séminaire qu'au retour du terrain, j'avais animé avec Daniel Decopet pour les jeunes de l'équipe Erasme. C'était un séminaire qui était nommé GRAD, il avait lieu à l'école. Alors GRAD, c'était André Itianu qui avait trouvé le nom, ça voulait dire groupe de recherche en anthropologie, anthropologie de la différence. Ce grade était destiné aux doctorants et aux docteurs de l'équipe Erasme ou proches de l'équipe Erasme et reprenait une très large part de la méthodologie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'avait tant séduit à Erasme au début des années 1980. C'était un dispositif de pédagogie scientifique vraiment efficace et qui a été extrêmement apprécié, qui a été apprécié à sa juste valeur par les jeunes d'Erasme. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux, je ne peux pas tous les citer, mais la plupart d'entre eux sont des spécialistes tout à fait reconnus de leur terrain, qu'ils aient une position institutionnelle ou pas. Certains sont professeurs, d'autres sont maîtres de conf, d'autres ne sont ni professeurs ni maîtres de conf, mais sont reconnus dans des équipes de recherche. Et je crois que le séminaire GRAD a contribué à leur formation. Alors les étudiants de Strasbourg, eux, ils n'étaient pas du tout au même niveau. En fait, au départ, je ne voulais prendre que des étudiants de Master 2, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi prendre des Master 1. C'était dans la logique des choses, puisque le Master 1 préparait finalement les recherches du Master 2. Et donc, on ne travaille pas de la même façon avec ces étudiants-là, et avec des doctorants, et avec des docteurs, bien entendu. Alors, tous ces étudiants à Strasbourg, alors, ils étaient volontaires. Ils venaient régulièrement, ils participaient en s'appuyant les uns les autres, c'est-à-dire en lisant les textes les uns des autres, en les critiquant, en faisant des suggestions, etc. Et volontaires donc pour un travail collectif, ce travail collectif, et il n'était pas noté. Hein. Quand vous savez l'attachement des étudiants aux notes, pour de bonnes et de mauvaises raisons, il y a beaucoup de mauvaises raisons, mais hélas, on est dans un monde où il est très difficile aujourd'hui d'étudier à l'université, donc il y a aussi de bonnes raisons d'être attaché aux notes. Un séminaire non noté qui a duré pendant des années, bon, jusqu'à ma retraite ou jusqu'au départ d'Agnès Claire-Renaud, je ne sais plus. Parce que, un petit peu plus tard, Agnès Claire-Renaud, qui est une grande spécialiste du Nord-Est et des catholicismes populaires au Brésil, est venue me rejoindre. Elle-même, elle avait été formée
dans ce séminaire grade à Paris, en partie, hein, pas seulement. Et ça tournait très bien. Il y avait 2 enseignants et il y avait les étudiants les plus motivés dans la recherche, par la recherche. Alors quand je suis arrivé à Strasbourg, pour revenir un petit peu en arrière, j'étais très très bien reçu dans notre labo par ma collègue Méchin du CNRS, qui, avec une autre collègue, mais qui elle était psychologue, Marie-Claude Casper, animait des séminaires sur la nomination. Et je vais revenir sur cet aspect de mon travail sur la nomination, parce qu'à côté des cérémonies, ça fait partie des choses que je pense être relativement originales que j'ai faites en Nouvelle-Calédonie. Alors, je crois qu'il faut mieux pas s'attarder trop longtemps sur la misère d'université française que nous vivons tous. Maintenant, je suis à la retraite, je la vis moins directement, mais à travers mes doctorants, bien sûr. Mais une chose qu'il faut bien souligner, c'est que cette misère d'université française, par manque de financement en particulier, pas seulement, hein, je veux dire manque de financement de terrain, c'est ça que je veux dire, hein, manque de financement de thèse, manque de financement de terrain, cette misère d'université française, elle oblige beaucoup d'étudiants qui sont, et d'étudiantes bien sûr, très enthousiastes, à financer leur recherche avec des emplois à la fois très précaires, mal rémunérés, et j'ai pu assister à une évolution en 2001, 2002, 2003, etc. Mes étudiants salariés, pour la plupart, avaient un travail. Assez rapidement, vers les années 2010, il y a eu une sorte de mouvement en direction de « on a 2 jobs hein ». Et il a commencé à avoir des étudiants, y compris des étudiants brillantissimes, hein, qui faisaient des doubles cursus en psycho et en ethno, etc. 3 jobs. Hein. Alors c'est évidemment très difficile de poursuivre des recherches dans ces conditions-là. Hein. Donc, oui, à Strasbourg, j'ai accompagné une seule thèse sur la Nouvelle-Calédonie, qui est celle de Stéphanie Grave, j'en ai parlé assez rapidement, qui a été co-dirigée avec Isabelle Schulte-Tenkhoff à Genève. Sur l'Océanie, de manière plus générale, alors j'ai dirigé la thèse de Lisa Renard sur les manteaux maoris, qui sont des trésors ancestraux maoris, et j'ai aussi eu la chance de diriger d'autres thèses, alors la thèse de Madame Curusso sur la Chine, la thèse de Faustine Binet sur les vêtements Karen, la thèse de Marine Pamplona-Lebaille, pardon, Maryse, excuse-moi Maryse, Pamplona-Lebaille sur le Brésil, et tout récemment de soutenir celle de Lucie Vignon sur la médecine tibétaine au Népal, dans une région où j'avais marché il y a très 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 longtemps. J'étais tout à fait épaté d'avoir des informations de dernière main sur cette région-là. Mais je ne m'étais pas beaucoup intéressé à la médecine à cette époque-là. Alors j'ai pris ma retraite en 2018 avec Emerita parce que j'ai actuellement toujours 3 thèses en cours, celle d'Irina Georgieva sur la Bulgarie, de Rayana Moallemi, une étudiante iranienne sur les vignes en Alsace, et d'Amandine Turi-Holken sur la photographie dialogique. Bon, je voudrais revenir aux cérémonies Kanak, mais avant de revenir aux cérémonies Kanak, je voudrais faire un détour par un autre aspect directement observable de la vie collective d'Arama, le marché. D'autant plus que récemment, j'ai discuté avec un collègue avec qui je n'ai pas toujours l'occasion de discuter. Il m'a dit « Ah, dans ton livre, finalement, ce que je préfère, c'est ce que tu as écrit sur le marché. » J'aurais préféré qu'il aime ce que j'avais écrit sur les cérémonies. Mais enfin, bon, voilà, c'est vrai que le marché, c'est quelque chose de tout à fait attachant, mais tout à fait intéressant parce que c'est une institution qui a été fondée relativement récemment, à la fin des années 80. Hein. Ça s'est passé lors de rencontres entre les gens d'Arama et les gens de Poum, à l'époque où il y avait une occupation de la mairie de Poum pendant les événements, donc on peut être dans les années, j'ai jamais pu dater ça exactement, dans les années 86, 87, 88, je ne sais pas. Et les gens de Poum, qui sont en majorité plutôt protestants, jouaient au bingo, hein, ce qu'on appelle le loto en France. Ils jouaient au bingo et les gens d'Arama ont découvert le bingo donc
pendant ces mouvements d'occupation à Poum, et 14 km, c'est pas très loin d'Arama. Et ils ont ramené le bingo à Arama et ils en ont fait quelque chose de tout à fait original, une sorte d'institution à prédominance féminine qui utilise énormément, on va dire, d'éléments du monde moderne pour en faire quelque chose qui, à mon sens, est quelque chose de proprement kanak, proprement mélanésien, comme dirait peut-être Patrick Pillon. Donc il faut à nouveau revenir en arrière, au tout début de mon terrain, en 92. Isabelle Berda et moi avons été invités à participer au marché le dimanche. C'était le dimanche après la messe. Voilà, moi j'allais régulièrement à la messe tous les dimanches. Je pensais que ça faisait partie de mon travail d'anthropologue. Et après la messe, il était clair qu'il se passait des choses importantes. Alors d'une part, les hommes se réunissaient d'un côté de l'église pour discuter d'un certain nombre d'affaires d'hommes. D'autre part, les femmes se réunissaient de l'autre côté de l'église et elles discutaient entre elles d'un certain nombre de choses qui s'appellent affaires de femmes. Et puis au bout d'un certain temps, tout le monde se dispatchait de manière complètement différente au marché. À l'époque, c'était de l'autre côté de la route par rapport à l'église, c'était juste à côté de l'école primaire. Hein, et voilà, il y avait un rassemblement de femmes assises sous un abri un peu comme ceux qu'on construit pour les cérémonies. À proximité, 10 mètres, 15 mètres de là, il y avait une petite cuisine où plusieurs femmes qui s'affairaient pour préparer de la nourriture. Un petit peu plus loin, les hommes jouaient à la pétanque. Et puis les jeunes gens, plutôt mélangés jeunes filles, jeunes gens, c'est un peu aussi un lieu où on pouvait faire plus ample connaissance. Eux, ils jouaient au volley. Alors c'était ça le marché. Donc ça n'avait rien à voir avec un marché français. Hein. C'était ces activités-là, bingo, cuisine, boule, un jeu qui ressemble beaucoup à la pétanque, et volley. Alors, à cette époque, c'était vraiment les tout premiers jours de mon terrain, nous connaissions vraiment très peu de gens en dehors de nos voisins immédiats qui étaient vraiment venus nous voir. Enfin, c'était tout à fait sympathique avec eux, mais comme le village est extrêmement dispersé, il y avait beaucoup de gens du village qu'on ne connaissait pas. Alors de temps en temps, on les croisait, par exemple en allant faire les courses à Comac, mais bon, on ne les connaissait pas bien. Donc il y avait ce rassemblement de femmes, et nous sommes allés nous asseoir avec les femmes sur des nattes, et puis on a constaté qu'elles étaient en train de jouer au bingo. Alors on a regardé comment ça se passait, etc., etc. Et on s'est rendu compte que ce jeu de bingo était très prenant. J'en avais bien entendu parler, j'avais joué au loto étant gosse comme tout le monde, mais je ne m'étais jamais retrouvé dans des circonstances pareilles où les gens jouaient au bingo, principalement des femmes. Il y avait quelques hommes, mais principalement des femmes, jouaient avec énormément d'ardeur, à la fois beaucoup de sérieux dans le jeu et puis une très grande bonne humeur, parce qu'entre les parties, il y avait un moment de relaxation, et là, l'humeur changeait complètement. Et alors, une voisine nous prête un carton, elle nous prête les petits coquillages. À l'époque, on mettait les petits coquillages sur les numéros, ensuite les pratiques ont évolué. Et elle paye notre carton, elle paye notre partie. Et donc, on va commencer à jouer au bingo avec tout le monde. Je pense qu'on n'a pas gagné. C'était à ce moment-là. Et alors, cette femme, Apollonie Houry, c'est une femme qui vit très très loin de la maison où nous sommes. Et nous ne la connaissons pas, absolument pas. Donc c'est l'occasion, évidemment, vous vous en doutez, de faire connaissance. Hein. Et au fil du temps, au fil des années, c'est devenu une amie. Et ce premier contact au marché, à son initiative, c'est un aspect de quelque chose que j'ai pas mal regardé. Ce sont des micro-circulations au marché qui créent ou qui renforcent les relations entre les participants et éventuellement avec les nouveaux venus. Mais j'aurai l'occasion de parler à nouveau de ça.